Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ici Hélène. Et Mélanie. Et Pierrot. Et pas Mel enceinte. Non! Mais elle est plus enceinte du tout. Hélène, elle vient de me servir un verre de vin. J'ai bu 2 gorgées. Je suis chaudrette. Je le sens pour vrai. J'ai un petit feeling. Yeah! Mon bébé est né, la gang. Ben, ça fait 2 semaines. On est le 14. Ça fait juste 2 semaines. C'est très récent. Oui, mon bébé est né le 1er novembre. Et voilà. Je l'ai pas amené aujourd'hui parce que ça aurait été très chaotique vu que Pierrot est assis à côté de moi, bien réveillé. Ouais. Il baille, mais il veut rien savoir de dormir. Ouais. Donc, voilà, un bébé pour aujourd'hui. Et moi, pas enceinte, donc je vais arrêter d'être essoufflée. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Mon médecin a écouté notre épisode, je pense que c'était 89. Bonjour dans le terroir, c'est vous nous écoutez. Elle dit, c'est drôle, tu dis que tu venais de te faire faire un stripping. Elle dit, c'est moi qui l'ai fait. Ah. Oui, quand tu es arrivé avec une contraction chez moi. Oui, j'ai eu une contraction cette journée-là. C'était vraiment pas la venue de mon bébé. Non, qui est arrivé vraiment trop en retard. Il voulait pas sortir, écoute. On l'a déclenché. Il est là, petit Navy. Il s'appelle Navy. Jugez-moi tant que vous voulez, je m'en fous. Ma fille s'appelle Elle. Hein? Voilà. Ouais, les différences de personnalité entre Hélène et moi. Oui. Pierrot et Navy. J'ai très hâte de le rencontrer, Navy. Oui. Je pense que les gens, vous avez quand même aimé le post d'Halloween que j'ai fait. Oui. Si maintenant que vous connaissez nos personnalités, êtes-vous capable de deviner quelle fille est à qui? Évidemment, la mienne était en cochon, Ouais. la Mel était en princesse. Oui. Voilà. Et ça m'a pris du temps en plus faire sa robe. Je l'ai pas faite, mais je l'ai... Tu l'as faite? Non, je l'ai pas faite, mais c'était une 6-8 ans. Elle a 2 ans. Je l'ai toute modifiée. Je l'ai faite, tu sais, je l'ai toute mis à la bonne grosseur sur elle. En tout cas, j'ai tout recousu. Ça a été vraiment compliqué. God. Elle la met tout le C'est temps. donc bien motivé. C'était belle. Dans la belle là-bas. On a-tu un potin, mais... Oui, trêve de tranche de vie. C'est anonyme. J'allais dire son nom. C'est quand même intense. Attends, juste lire. Je vais aller au... OK. La personne dit: il y a 2 semaines, ma collègue de travail est allée à Cuba, puis elle a discuté avec d'autres touristes, puis elle a pris une photo avec eux. En revenant au lobby, il y a une des personnes qui était avec elle qui lui demande: tu sais qui la fille en qui on a parlé qui disait que son nom c'était Léane? Mm-hmm. Elle dit, ma collègue a dit non. Puis l'autre personne a dit, c'était Carla Homolka. Elle dit, oui, Barbie. Donc, ma collègue a une photo avec Carla Homolka, qui lui aurait dit qu'elle était aussi du Québec et avait un lourd passé criminel. Ah, il a dit? Il a dit ça. C'est écrit entre parenthèses. Voilà. OK, c'est drôle qu'elle ait comme spécifié. Vraiment. Et j'ai un lourd passé criminel. Ouais, c'est quand même assez fou. OK, moi j'imagine vraiment genre Carla Homolka, genre Punta Cana, qui est genre... Ah ouais, en petit bikini, en mode j'ai tué ma soeur. Oh my God. Ben chill. Voilà le petit potin de la journée. C'est un bon potin. J'aimerais vraiment ça voir la photo. Oui, moi aussi. Si jamais tu peux nous l'envoyer, ce serait hot. Donc, Hélène, encore une fois, aujourd'hui, tu nous racontes parce que moi, ça fait 2 semaines que je fais rien. Oui. Parce que j'essaie de guérir et gérer de ma ton maladie. bébé naissant. Oui, j'ai un bébé. J'en ai un à côté de moi qui est quand même très bruyant. Oui, c'est de la gestion aussi, ça. Même s'il n'est plus naissant. Non, vraiment pas. Et il s'exprime beaucoup. Alors aujourd'hui, je te raconte une histoire que j'ai intitulée « Meurtre nord-ontarien », où la nuit où Wilfrid Gaudreau ne s'est plus jamais réveillé. En référence à la série « La nuit où Laurie Gaudreau s'est réveillée ». J'ai aucune idée de quoi Ouais, tu je parles. savais que tu connaîtrais pas, mais bon. C'est des livres? C'est une pièce, puis c'est une série de Xavier Dolan. Ah, OK. Ouais. Puis en fait, gros shout-out à René et Mireille de Sur la piste du crime, un autre podcast. C'est un couple franco-ontarien qui font un podcast de crime ontarien. Puis quand je les avais croisés, j'étais comme « Ah, vous venez! » Parce que ma mère vient du nord de l'Ontario, de vraiment proche de où eux habitent. Puis j'étais comme « Ça fait longtemps que je veux faire un cas de la région d'où ma famille vient. » Fait que je leur avais demandé, puis René m'avait conseillé cette histoire-là.
Alors, gros shout-out à eux. Puis si vous n'avez pas encore écouté Sur la piste du crime, allez écouter ça entre nos épisodes quand vous ennuyez de nous. Ils sont super bons. Nous en premier, après. Oui, nous en premier. Ensuite, eux. Et tous les autres. Oh, on a la tête enflée. La 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 la. Alors, mes sources pour cet épisode, en fait, merci à René qui a vraiment fait le travail de recherche pour moi. Il m'a genre juste tout envoyé. C'est Tous vrai? les trucs qu'il avait genre numérisés. En tout Il a cas, écrit l'histoire. genre, merci. Donc, beaucoup d'articles du Northern Times et un livre qui s'appelle Woman Who Killed by Lise Priest. J'aime ton mélange d'accent anglophone. Ouais. By Lise. By Lise Priest. Ben écoute, c'est franco-ontarien, fait que c'est du franglais. Voilà. Franglais, c'est ma passion. Alors, ça se passe à Kapuskasing. Qui est? Ça veut dire là où la rivière courbe en crie. Courbe? Ouais. Donc, c'est au nord de l'Ontario. C'est à 850 km au nord de Toronto. OK. Donc, c'est vraiment loin. C'est genre, tu sais, c'est comme à la même hauteur que, mettons, l'Abitibi, genre Rouyn-Noranda, puis tout ça, mais du côté ontarien. OK. Nous, ben, mettons, Timmins, d'où vient ma mère. Shout-out à tout le monde qui... S'il y a du monde qui nous écoute à Timmins, vous m'écrirez. Ma mère vient de là. Donc, nous, quand on partait de Québec pour aller à Timmins, voir la famille, quand j'étais petite, ça prenait 15 heures de route. Ouais. Fait que c'est dans ce coin-là. Fait que de Montréal, ça doit être un 12 heures de route. Et c'est en 1988. OK. Alors, Wilfrid Gaudreault, 62 ans, vit une vie... En fait, ça s'écrit Wilfred, mais moi, mon oncle s'appelle Wilfrid, fait que j'ai dit tout le temps Wilfrid. OK. Mais je sais pas si ça se dit Wilfred, en tout cas. Je vais l'appeler Wilfrid. Wilfrid Gaudreault, 62 ans, vit une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, avec sa conjointe, Agathe Brochu, avec qui il partage sa vie depuis 12 ans. Wilfrid travaille comme mécanicien pour la ville de Kapuskasing depuis 1970. Il est reconnu comme étant un homme d'habitude, toujours la même routine chaque jour. Jusqu'au matin du 12 janvier 1988, quand tout bascule. Suspense. Suspense, oui. Wilfrid et Agathe se réveillent dans leur maison du 133A Avenue Road. Avenue Road? Avenue Road. C'est genre, à quel point t'avais pas d'idée pour appeler la rue, genre. Avenue Road. Avenue Road. Agathe, elle se lève pour aller préparer à manger dans la cuisine, puis ensuite, elle retourne se coucher. À 7h20, Wilfrid, en bobette, se rend dans la salle de bain. Il est là tout bonnement à se raser lorsque, soudain, un homme surgit de nulle part puis l'attaque violemment avec un couteau. Hein? Wilfrid se débat le mieux qu'il peut, mais malheureusement, l'homme prend le dessus et Wilfrid s'écroule, poignardé à plusieurs reprises. Agathe, elle se fait réveiller par les bruits de bagarre. Elle regarde dans le couloir puis elle aperçoit des ombres. Elle décide de rester cachée dans sa chambre jusqu'à ce que l'homme quitte la maison. Pendant ce temps, chez la voisine, Suzanne Gravel, Suzanne, elle savait que ses voisins étaient des gens bien tranquilles. Fait que là, quand elle entend des bruits de bagarre, puis Agathe qui crie « Wilfrid! Wilfrid! » ben, elle se pose vraiment des questions. Mm-hmm. Puis tu sais, il faut savoir, c'était Suzanne puis les Gaudreault, ils partageaient comme un petit duplex, mais comme sur le même étage. Fait que tu sais, je pense qu'ils partageaient un mur mitoyen, dans le fond. Fait qu'elle entendait, elle devait entendre vraiment ce qui se passait. Fait que là, elle sort de chez elle, puis elle voit un homme louche sortir de la maison de Wilfrid et Agathe, les mains dans les poches. Fait que pendant une seconde, elle a comme un eye contact avec lui, puis là, elle fige. Oh my God. Puis là, elle a peur, fait que là, elle va vite dans sa voiture, puis elle barre les portes. Elle voit l'homme s'approcher d'un pick-up bleu qui n'a pas ses lumières allumées, malgré la noirceur du matin. Tu sais, on est l'hiver, fait que même à 7h20, il fait noir. Il embarque à l'intérieur, puis il part. Et que là, elle retourne chez elle pour appeler. Elle essaie d'appeler les voisins, mais personne ne répond. Elle essaie d'appeler Wilfrid puis Agathe. Fait que là, elle appelle la police. Puis elle est encore au téléphone avec la police quand Agathe arrive, nu-pied, elle cogne à sa porte, puis elle dit « Oh mon Dieu, quelque chose... » Là, elle était comme confuse, paniquée. Quelque chose est arrivé, Wilfrid, là. OK.
Alors là, quand la police arrive, ils retrouvent Wilfrid en bobette, gisant par terre dans la salle de bain. Même si son corps est encore chaud, son décès est constaté sur place. La scène de crime est vraiment violente. Il y a du sang partout. Sur le carrelage, sur le papier de toilette, les brosses à dents. L'autopsie révélera qu'il a été atteint de 10 coups de couteau au torse, au bras, au cou. Et il y a aussi des blessures de défense sur les mains. Oh. Alors, qui est Wilfrid? Mm-hmm. Wilfrid il est né en 1925 à Cap-Chat, en Gaspésie, au Québec. Et il venait d'une famille assez pauvre, puis il avait dû quitter l'école à 13 ans pour travailler avec son père comme bûcheron. C'est en 1945 qu'il déménage à Kapuskasing pour travailler dans le bois. 6 ans plus tard, il se marie avec Rachel Brochu. Il fait également son cours pour devenir mécanicien. Il y a eu une fille et un garçon avec Rachel. Et après 20 ans de mariage, il se met à tromper sa femme Rachel avec la sœur de celle-ci, Agathe. Avec la sœur de sa femme? Ouais. C'est Rachel et Agathe Brochu. Donc, en plus de la tromperie que Rachel finit par découvrir, elle en avait assez du mauvais caractère de Wilfrid. Les deux se chicanaient souvent à cause de l'argent, puis Wilfrid, il cassait souvent des assiettes quand il était fâché, genre il cassait des choses. Fait que la maison se transformait en zone de guerre. Fait qu'après tout ça, elle décide de divorcer. Agathe et Wilfrid se mettent alors officiellement ensemble. Ils se marient pas, mais ils décident de vivre comme conjoints de fait. Wilfrid n'était pas en très bon terme avec son fils Paul, qui était resté proche de sa mère Rachel. Donc, Wilfrid était connu pour avoir un mauvais caractère, mais ça restait un homme simple, ultra routinier, dont la vie consistait à économiser de l'argent, travailler et regarder la télévision. Il y avait vraiment une routine coulée dans le béton, extrêmement prévisible dans ses allées et venues. Mais qui pourrait en vouloir à Wilfrid? Qui veut tuer cette personne-là? C'est ça. Alors, l'enquête. Quand la nouvelle se répand, toute la ville est sous le choc. Parce qu'à Kapuskasing, tu peux te douter qu'il n'y a pas souvent des meurtres. Mais la police a fait tout de suite un move vraiment intelligent. Good job à la police. Ils mettent immédiatement en place des barrages policiers aux sorties de la ville. Il n'y a pas 1000 sorties. Là. Je pense qu'il y a comme une grosse autoroute qui sort. Fait qu'il y a genre un barrage à l'est, un barrage à l'ouest. Puis OK. Mais un barrage... Un barrage policier. Ben, dans le fond... Il laisse sortir personne? En fait, non. Il laisse sortir les gens, mais il regarde... Il arrête tout le monde, puis il regarde les pièces d'identité de tout le monde. Puis ils prennent tout en note qui rentre et qui sort de la ville. Genre. OK. Ce qui est quand même vraiment wise. Ça montre que la ville, elle doit pas avoir une grosse population, vu que... Non. Ouais, j'ai pas regardé la population. Comment ça s'écrit? C'est avec un K. Kapuskasing. Kapuskasing. Ouais. Population... Oh, je l'ai googlé, la gang. Attention... 8057. Voilà. Population en date de 2021. En 88, ça devait être un petit peu moins. Donc, merci d'avoir googlé, Mel. Donc, c'est ça. Ils bloquent les entrées. Ben, ils mettent des barrages policiers. Et rapidement, la police locale a l'aide de la OPP, le Ontario Provincial Police, la police provinciale. Ils font venir des chiens pisteurs, ils font du porte-à-porte, ils vont faire le tour de tous les diners, stations d'essence, etc. pour voir s'il n'y a pas quelqu'un de louche. OK, ils sont sur le col. Ouais, vraiment. Ils sont actifs. Ça arrive jamais là-bas. Ils sont comme, OK, on va le trouver, le gars bizarre, genre. C'est sûr que oui. Quelqu'un l'a vu, tu sais. Ils font aussi le tour des dépotoirs, voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait out of place. Ils vont à la gare de bus, la gare de train, parler aux agents, voir s'il n'aurait pas vendu un billet à quelqu'un qui a l'air un peu louche. Et aussi, la police a comme tout de suite un petit doute sur Agathe. Okay. La conjointe. Fait qu'ils l'amènent au poste, puis ils lui disent que c'est pour sa sécurité, au cas où le tueur en voudrait aller à elle aussi. Okay. Mais en fait, c'est plus pour la faire parler. Puis il analyse les vêtements qu'elle portait. C'est ça. En fait, un truc qui a comme accroché à l'enquêteur qui est arrivé sur place, c'était l'enquêteur Kozlovich. Il dit, Agathe, elle a comme
répété 3 fois, il est mort, hein? Il est mort, hein? Il a comme, arrête pas de me demander ça. S'assurer. Ouais. Puis il dit que elle était comme paniquée, mais elle avait aucune larme. OK. Il a trouvé ça louche. En même temps, c'est pas si louche, tu peux avoir quand même un... Oui, c'est ça. Un état de choc. Ouais, c'est ça. Chacun peut réagir différemment. Ouais. Mais en tout cas, lui, il a comme pris note de ça. Peu après, au centre d'achat de Kapuskasing, à 8h30, il y a un homme d'environ 5 pieds 4 qui entre dans le magasin Sportland Plus et il porte uniquement un poncho imperméable et des espadrilles. Il fait moins 35 $. Genre, il n'y a pas de vêtements en dessous? Ben, je pense qu'il y avait, tu sais, mettons, au lieu d'avoir un manteau, il y avait un petit poncho, puis au lieu d'avoir des bottes, il y avait des espadrilles. OK. Ouais. Non, il était pas tout nu en dessous. OK. Ben, ça laissait... Ça portait à confusion. Oui. Merci d'avoir demandé des clarifications. Ses pantalons en bas sont déchirés et sales. Fait que mettons que le vendeur, il le remarque. Puis là, l'homme lui dit qu'il cherche un soude de skidoo, pas cher. Fait que le vendeur il propose un qui était à moitié prix. Mais là, l'homme, il veut même pas l'essayer. Là. Il veut juste l'acheter direct. Le vendeur était comme, t'es sûr? Tu veux pas l'essayer? Puis il dit, ah oui, c'est pour mon frère. Je connais sa taille. OK. Fait qu'il paye content, puis il prend pas le reçu. Dès que l'homme, il quitte, le vendeur dit, OK, c'était vraiment bizarre. Et il ouvre la radio, puis là, il entend le bulletin spécial qui dit qu'un homme a commis un meurtre sur Avenue Road, puis qu'on cherche le meurtrier. Donc, le vendeur, il appelle la police après ça pour dire qu'il y avait un homme suspect qui vient de quitter son magasin. Crème, il est quick. Quand même. À 9h, le même homme entre au Model City Mall, au Agnew Shoes, un magasin de souliers. Puis, il se magasine une paire de bottes. Il crouse un peu la vendeuse. T'es en cavale. Ouais, pourquoi pas prendre le temps de cruiser la vendeuse? Il lui offre une cigarette. Il achète des bottes, puis il s'en va. Laissant ses chaussures, ses espadrilles, derrière. Ah ben là. Niaiseux. Ensuite, il se rend dans un autre magasin pour acheter des gants, un Walkman, un bomber jacket bleu. Un Walkman. Ouais, Walkman. On est en 88. Des cassettes. Puis la vendeuse du dernier magasin, c'est comme différents magasins qu'elle a fait, là. La vendeuse du dernier magasin, elle remarque que ses bottes flambent en neuve, puis elle savait que cette marque-là, elle se vendait juste au Agnew Shoe. Fait il savait que c'était le même qui était au magasin de Agnew Shoe. Ensuite, l'homme se rend sur la route 11 et se met à faire du pouce en direction est. Ça marche pas trop, fait qu'il finit par rentrer dans un restaurant puis appeler un taxi. C'est Aurel Carrière, chauffeur de taxi, qui vient ramasser le passager. Sans se douter qu'il transporte un meurtrier en cavale. L'homme lui dit qu'il veut se rendre à Fauquier, qui se trouve à environ 45 minutes à l'est de Kapuskasing. L'homme dit qu'il a vraiment un craving pour du McDo. Après un meurtre. Ben oui, après un Big Mac. Big Mac. Oui. Aurel lui dit qu'il n'y a pas de McDo, mais que les meilleurs burgers, c'est au Moonbeam, à Kapuskasing. OK. Il n'y a pas de McDo à Kapuskasing en 88? Non, ça a l'air. OK. Pas assez big. Fait que le passager, il accepte, c'est bon. Fait qu'il arrête au Moonbeam, il va s'acheter un burger, puis il revient. Le passager demande à être déposé au Driftwood Truck Stop, un peu à l'extérieur de Fauquier. Lorsqu'il approche l'intersection des routes 11 et 655... Le barrage? Il doit s'arrêter parce qu'il y a un barrage routier, un barrage policier. Donc, Aurel, il demande qu'est-ce qui se passe aux policiers, puis les policiers disent « Ah, c'est juste une inspection de routine, là, on vérifie l'identité de tout le monde. » Donc, le chauffeur, il montre sa carte d'identité, et le passager, lui, semble nerveux, mais il donne sa carte d'identité, pareil. Alors, le policier constate qu'il s'agit de Richard Boucher, né le 13 août 1954, et qu'il réside au 161 Pine Street North à Timmins. Timmins. Richard mentionne qu'il habite maintenant à Iroquois Falls. Et le policier remarque que Richard est nerveux. Puis il lui demande d'où il arrive comme ça. Il dit qu'il arrive de la ville de Hearst, qui est une ville à 80 km à l'ouest de Kapuskasing, puis qu'il se rend chez lui à Iroquois Falls. En taxi? Ouais, il dit qu'il y avait initialement un lift, mais qu'il a été annulé, c'est pour ça qu'il a pris un taxi. OK. Ta question était comme exactement à point. Avec ma prochaine phrase.
Le policier les laisse partir, mais il trouve ça louche, fait qu'il en prend bien note. À date, tout le monde dans l'histoire est vraiment quick. Vraiment, ça se passe super bien Ouais. pour l'instant. Boucher se fait déposer au truck stop, puis il prend un autre taxi après ça, une autre compagnie, jusqu'à Iroquois Falls. Il s'est rendu compte plus tard qu'il avait oublié un sac rouge contenant son habit de motoneige qu'il avait fraîchement acheté et un pull Dans le taxi. dans le taxi. Il laisse des traces partout. Ah, il est pourri, ce gars-là. Pourri. Il va se faire rattraper vite, je te Un le autre dis. concombre. On en a beaucoup de concombres ces Ouais. temps-ci. Hein. Pendant ce temps, au poste, Agathe est avec les policiers encore. Alors, je te parle un peu d'Agathe. Agathe, elle travaillait pour la compagnie Northern Telephone et c'était la petite sœur de Rachel, l'ex de Wilfrid. Mm-hmm. Son premier mari s'appelait Arthur Brochu et elle avait eu 3 garçons avec lui. Leur relation s'est terminée lorsque Agathe a découvert que Arthur avait une affaire extra-conjugale. Elle a découvert, c'est quand même drôle la façon qu'elle a découvert. Encore? Pauvre-t-il. Ouais, mais elle aussi, elle trompait, je pense. Genre classique, le boss appelle à la maison pour demander comment il s'appelait, Arthur, si Arthur peut rentrer travailler, puis Agathe est comme, ben, il est déjà parti travailler. Et qu'il avait menti, il était pas parti travailler, il était parti voir sa maîtresse. Fait que c'est comme ça qu'elle l'a appris. Donc, Agathe décide de quitter son mari et elle fait ça en grand. Elle attend que les enfants partent pour le collège. Okay. Et boum, un matin, elle fait déménager tous ses meubles d'un coup, puis elle quitte la maison. Et en plus de sortir 40 000 $ de leur compte en banque. Et c'est là qu'elle va vivre chez son frère, où elle passe de plus en plus de temps avec Wilfrid, le mari de sa sœur. Mais là, je comprends pas, ça, c'était pas clair. Elle va vivre chez son frère, mais chez sa sœur, en tout cas. Elle va vivre proche de sa famille, Okay. puis elle se rapproche de Wilfrid. Donc, Agathe est encore au poste, puis on lui dit que c'est pour sa sécurité. Donc, elle fait sa déposition. Elle raconte comment Wilfrid et son fils Paul se sont réconciliés grâce à elle. Elle dit aussi que les 6 derniers mois, c'était comme une lune de miel pour elle et Wilfrid. Puis après ça, elle se contredit quelques secondes plus tard, disant que Wilfrid voulait plus sortir de nulle part parce qu'il était de plus en plus gratteux. Quand elle proposait d'aller prendre un café quelque part, il disait « On va se faire un café à la maison ». Rendu à 19h le soir. C'est lune de miel, mais finalement vraiment plate. Mais ouais, c'est ça. OK. Elle est louche. Elle est louche. Elle est très louche. Rendu à 19h le soir, elle demande pourquoi elle est encore là. On lui dit que c'est pour sa sécurité. Elle dit « Ouf, quand je vais commencer à pleurer, je vais m'effondrer. Je sens que ça grandit en moi. Je le sens derrière mes yeux. » Parce que elle n'avait pas pleuré de toute la journée au poste. OK. Mais encore là, tu sais. Encore là, c'est pas impossible. Non. Elle dit, je sais pas pourquoi. Elle dit que normalement, elle pleure tout le temps. Elle sait pas pourquoi. Puis, elle demande aussi où avaient été mis les barrages policiers puis si quelqu'un avait été arrêté. Ah, tu m'énerves. T'as 2 suspects dans ton histoire. On dirait que je veux pas que ce soit elle. Agathe! Les policiers n'avaient pas encore arrêté quelqu'un, mais l'enquête avait déjà beaucoup avancé. Mm-hmm. Parce que, ce que je t'ai Il y a compté, des traces partout. Il y a des traces partout. Et puis, à 12h50, un pick-up bleu est retrouvé derrière le Spruce Falls Power and Paper Company, la papeterie, l'usine de transformation du papier. Papeterie. Oui, papeterie. Et la police fait des vérifications et découvre que le véhicule appartient à un certain Fernand Boucher, un résident de Timmins. Et il réalise que Fernand, en fait, il est décédé. Oh. Mais il reste son fils, Richard. Ah. Et, tiens non, Richard est passé par un des barrages policiers aujourd'hui. En fouillant dans la voiture, il découvre du sang sur la poigne intérieure, ainsi qu'un journal local de Timmins intitulé le Daily Press, qui date du 11 janvier. Là, on est le 12 janvier. Donc, la personne qui était dans le véhicule était à Timmins la veille. À mi-chemin entre la scène du crime et où le camion, le pick-up a été trouvé, les policiers trouvent des bottes ensanglantées. Et dans le fond, ce que le gars il a fait, c'est qu'il a fait le meurtre avec ses bottes qui étaient pleines de sang. Après ça, il les a laissées là, puis là, il a mis des espadrilles propres. Ah. Après ça, il est allé s'acheter d'autres bottes. Puis il a laissé ses espadrilles là-bas. Il a tout laissé. Il a laissé ses bottes ensanglantées, après ça, il a laissé ses espadrilles.
Et les policiers réussissent à prélever une empreinte digitale en sang avec les bottes. Ils analysent le sang et c'est bien celui de Wilfrid, sur les bottes. Le propriétaire... En fait, ils retrouvent le propriétaire des bottes, mais ça, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est un dénommé Guy Gauthier qui les a reconnus à cause d'une indentation ou le gros orteil qui avait été causé par un accident. Hein? Puis il dit qu'il avait prêté ses bottes à Richard Boucher. Ben voyons, Puis qu'il t'as la les avait petite ville plus jamais revus. Il dit que c'est son ancien coloc, c'est Richard. Ben voyons. L'incident un meurtre dans une petite ville. Ouais. Ben en plus, tu sais, là, il avait été coloc avec Richard, mais je pense genre à Timmins. Okay. C'est comme une ville. Mais Timmins, c'est à 1h30 de Kapuskasing, mettons. Mais ça doit pas être gros non plus. Non, c'est pas gros. Ben c'est quand même... Timmins, ça doit être genre 40 000 personnes, peut-être. Quand même plus gros, là. Je dis 40 000, je dois googler. Ouais, je te laisse googler, voir si j'ai raison. Attends, Timmins, T-I-M-M-I-N-S. Attends, T-I-M-N... Timmins. Ah, Timmins. Oui. Timmins. Combien t'as dit? 40 000. 44 000. Oh! De 2023. 44 819. Good job. Good job. Donc, la police vérifie les antécédents de Boucher, puis il voit qu'il y a juste des délits mineurs, surtout reliés à la drogue. C'est un homme divorcé, père de 2 enfants. Et comme job, il fournissait des danseuses nues aux hôtels du coin. Fournissait des danseuses nues? Ouais. T'es comme, hey, j'ai une belle fille. Lui, il dispatche des Ouais, il dispatche chicks. les danseuses, ouais. OK. Je savais pas que c'est une job. C'est une job? Apparemment. OK. Au nord de l'Ontario, en tout cas. En 88. En 88. Probablement qu'il dealait de la drogue à travers ça. Là. C'est genre, j'ai une couple de danseuses puis un paquet de cocaïne, là, tu sais. Et... Donc, c'est ça. C'est comme un pimp légal. Oh, ouais, genre. Est-ce que je suis pognée là-dessus? Ouais, c'est vraiment weird. Okay. Alors, rendu là, les policiers sont pas mal sûrs qu'ils ont le bon suspect. Mais pourquoi Agathe est louche? Ah, on va y venir. Le 14 janvier, un mandat d'arrêt est émis contre Richard Boucher. Dans les jours qui suivent, les policiers obtiennent l'information que Richard se cache à l'hôtel Tisdale. Ils se font aussi dire qu'il est bien coqué puis qu'il se promène avec un gun. Fait qu'ils sont prudents. Tout le monde sait tout. Ouais. Tout le monde sait tout. Le monde sait tout. Genre, ouais, je le connais. J'y ai prêté mes bottes. Il est là. C'est ça qu'il fait. Voilà, il est avec qui. C'est que... Ouais. OK. Donc, ils vont à la chambre d'hôtel, à l'hôtel Tisdale. Ils trouvent des trucs qui lui appartiennent, mais pas de Richard. OK. Après ça, ils reçoivent un autre type qui dit que il se trouve à l'hôtel Empire de Timmins, dans la chambre 204. Mais ouais. Alors, on est rendu le 17 janvier. Fait que genre 5 jours après le meurtre. Et ils arrivent à la dite chambre et ils trouvent un homme, mais c'est pas Richard. Puis là, l'homme dit « Moi, je sais pas, il est où Richard? » OK. Continue à parler avec le gars, puis soudainement, le gars semble se rappeler où Richard. Puis, il leur pointe le lit. Là, les policiers sont comme... Mais il y a personne dans le lit, il y a personne en dessous. Et là, l'homme, il insiste sur le lit. Genre, il fait des gros yeux, mettons. Ouais. Genre, il pointe. Il est comme... Fait que là, il inspecte le lit comme il faut, puis finalement, Richard Boucher, il était dans le sommier. Genre, le truc en bois, là. Ouais. Il s'était comme creusé genre, il s'était comme gossé un petit trou, genre, pour cacher quelqu'un. Voyons donc. Fait qu'il était dans le sommier, en train de s'injecter de la coke dans le bras. Je savais pas que tu pouvais t'injecter de la coke. Okay. Je savais pas. Pendant que les policiers sont là. Ouais, lui, genre, ils vont faire ça. Mais c'est pas con. Il est con, mais cette partie-là, c'était pas con. C'était intelligent. Parce que si son chum l'avait pas dénoncé, il l'aurait pas trouvé. Non. OK. Puis là, quand il le trouve, ben là, Richard il a essayé d'attaquer une policière avec la seringue qu'il avait. Mais heureusement, ils l'ont comme maîtrisé, arrêté. Et il est accusé du meurtre premier degré de Wilfrid Gaudreault. Et là, tout de suite après l'arrestation de Richard Boucher, les policiers disent qu'ils cherchent encore un autre suspect. Agathe. Non, c'est un homme, 6 pieds, 160 livres, cheveux foncés, mi-longs, avec barbe. Clairement pas Agathe. Parce qu'ils ont eu le type que Boucher, il était pas seul lors du meurtre.
Et les gens qui disent tout le monde sait tout, ça n'a pas de sens. Et ils ont entendu dire qu'un homme aurait comme craqué dans un bar puis aurait confessé avoir été là pendant le crime. Alors, 2 jours plus tard, il y a un homme du nom de Richard Sauvageau. Un autre Richard. Qui appelle la police pour leur demander s'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Fait qu'au téléphone, le détective Fréchette lui explique que, en fait, soit tu te présentes comme témoin, soit tu es accusé de complicité pour meurtre. Fait qu'il dit, amène ton cul ici, on va parler. Y a-t-il un mandat d'arrêt contre moi? Oui. OK. Ben, oui. Fait que Sauvageau, il accepte et les policiers vont ramasser Sauvageau à Timmins puis le ramènent au poste à Kapuskasing pour lui parler. Alors, qu'est-ce que Sauvageau il raconte? Il dit que le jour du meurtre, Boucher il est parti tôt de Timmins. Puis il a proposé à Richard Sauvageau, qui était un ami, une connaissance, s'il voulait l'accompagner. Puis il dit on va avoir du bon temps, puis on va faire de la coke en chemin. Chill. Activité normale. Mm-hmm. Boucher, il avait dit à Sauvageau qu'il allait récupérer de l'argent de dette de drogue, puis qu'il allait péter la gueule du gars, mais pas le tuer. OK. Fait que Sauvageau était là, chill. C'est une bonne activité de samedi matin. Je sais pas c'était quel jour de la semaine, là, mais... Ça me va. Fait qu'ils conduisent le pick-up du père à Boucher. Et ils font quelques arrêts en chemin pour faire de la coke. Comme promis. Ils arrivent à Kapuskasing à 7h du matin. Ils se stationnent en face de chez Wilfrid Gaudreau. Boucher, il rentre dans l'appartement. Puis Sauvageau, lui, en attendant, il fait une petite marche. En attendant. Puis quand Boucher il revient, il est couvert de sang. Le Sauvageau, il démarre le char, il conduit quelques minutes, puis il dit « Je me fous de ce que t'as fait, mais je veux rien avoir à faire là-dedans. » Apparemment qu'il aurait dit aussi « Oh my God, I don't need this bullshit. » Who does? Fait qu'il descend du véhicule, laissant Boucher seul, puis il se rend tout de suite à la gare de bus, il prend un bus vers Timmins, il crisse son camp. Mais là, on dirait qu'il se dégage de toute responsabilité. Ouais, mais ça semble être vrai. OK. Il savait vraiment pas qu'est-ce qu'il allait faire là. Il était juste comme... Il a suivi un... Mais ça veut dire que c'était prémédité, son affaire? Ouais, 100%. OK. Donc après ça, Boucher aurait stationné le véhicule derrière la papeterie, puis il se serait débarrassé de son manteau couvert de sang et ses bottes. Fait que là... Mais pourquoi? Ce qu'ils comprennent, c'est que c'est comme un complot que quelqu'un leur a demandé de tuer Wilfrid. Agathe! C'est ça. Fait que là, il leur manque la tête du complot. Ah! Puis les policiers savent très bien que c'est Agathe. En fait, probablement que les gars ont parlé. Ouais. Probablement que... En fait, sûrement que Sauvageau, il savait pas, mais en tout cas, l'autre Richard, il a dû parler. T'avais rien qu'à pas coucher avec ma soeur. Ah non, c'était son ex. Ouais. Pourquoi qu'elle voulait le tuer? Hein? Fait que là, pour essayer de la coincer, il y a un policier qui appelle Agathe, puis il se fait passer pour un ami de Boucher. OK. Au téléphone. Fait que là, clairement, genre, elle connaît Boucher. Puis là, il dit, Boucher s'est fait arrêter, puis il voulait savoir qu'est-ce que Agathe, elle avait dit à la police pour que leur histoire matche. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, les policiers? Se faire passer pour quelqu'un? À ce moment-là, il a le droit. Ils ont-ils le droit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît? Je pense que oui, tu sais, comme les faux policiers dans les cellules, là, les faux détenus. Ouais. C'est la même chose, un peu. Ouais, j'avoue. Fait qu'Agathe, elle a dit « Ah, rien, j'ai rien dit à la police. » Puis, pendant la conversation aussi, elle offre de payer les frais d'avocat de Boucher. Oh! Fait que là, en questionnant les proches, les gens, ils en apprennent un peu plus sur les motifs qui auraient pu convaincre Agathe de faire tuer Wilfrid. C'est quoi? En questionnant l'entourage, la lune de miel plate. Ouais, c'est ça. Les policiers, ils voulaient pas sortir prendre un café. Ouais, mais c'est un peu ça. Les policiers, ils apprennent que Wilfrid, il était vraiment, vraiment gratteux. Il faisait comme vraiment attention à son argent. Mais tu sais, il était pas pauvre, là. Il faisait juste comme... Il dépensait juste pas son argent. Par exemple, le soir, quand il écoutait la télé, il devait fermer toutes les lumières de la maison. Fait que la seule lumière... Pour sauver l'électricité? Ouais, pour sauver l'électricité. La seule lumière, c'était la télé. OK, c'était un autre niveau. Là. Ouais, non, c'était vraiment intense.
quand ils partaient en vacances, ils louaient pas de chambre d'hôtel parce que ça coûtait trop cher. Fait qu'ils dormaient plutôt dans leur voiture. C'est quoi les vacances là-dedans? Wouhou! Puis pour pas avoir l'air cheap, ils racontaient après ça à leurs amis qu'ils s'étaient pris trop dernière minute puis qu'il n'y avait plus de chambre d'hôtel. OK. Belles vacances. Mon homme de rêve. Il était aussi bien stressé avec les factures d'eau. Au Canada, on paye à peine pour notre eau, en plus. Il avait demandé à Suzanne, la voisine, combien elle payait pour son eau. Puis elle avait dit 7 $. Ça devait être 7 $ par mois. Mm-hmm. Puis lui, c'était 10 $. C'était plus qu'elle. Mais sont puis, deux. Oui. Puis il comprenait pas pourquoi. Parce qu'il dit pourtant, moi puis Agathe, on se baigne dans la même eau. Dans le bain. Viens te laver dans ma crasse, ma chérie. Oui. C'est tellement romantique. Et après ça, il a fait changer le compteur d'eau. Puis il a mis un cadenas dessus. Parce qu'il était comme, c'est sûr que quelqu'un joue avec. Que ce soit plus. C'était limite maladie mentale. Ouais, c'est ça. Okay. C'était un peu trop intense. Donc, Agathe en avait comme assez de vivre dans cette fausse pauvreté. C'est ça. Et les policiers, on s'est découvert que c'est Agathe qui gérait les comptes, en fait. Puis, elle avait comme 2 carnets de banque. Parce qu'à l'époque, c'était des carnets. Celui-là qui a montré à lui. C'est ça. Un qui a montré à Wilfrid, qui disait... qu'il y avait 118 000 $, mais en fait, il en restait comme 80 000. Fait que, tu sais... Ce qui est quand même correct. Oui, ce qui est quand même... mais tu sais, elle était en train de passer de l'argent sans qu'ils s'en rendent compte, tu sais. OK. Elle avait aussi pris un prêt de 25 000 $ sans lui dire. Puis Wilfrid, il faisait confiance. C'est elle qui faisait les comptes, fait qu'il posait pas plus de questions que ça. Il faisait confiance, mais c'est lui qui est gratteux et qui est obsédé avec l'argent. Ouais, c'est comme c'est bizarre que c'est lui qui faisait pas les comptes. Ouais. Hein. Et aussi, il y aurait un autre motif qu'apparemment, elle aurait peut-être voulu poursuivre une aventure avec un homme marié de Timmins. Ça, c'est une rumeur? Ouais, c'est ça. J'ai pas de preuves. OK. Mais pas impossible. Pas Quand t'es rendu à tuer ton mari, je pense le tromper, c'est très pas impossible. Très possible. Il y a un autre témoin important qui vient voir les policiers. Raymond Ouimet. C'est le neveu de Agathe. Qui est, dans le livre, ça disait c'était un palm reader. OK. Un 10 heures de bonne aventure. Je trouvais que c'était un fait intéressant. OK. Il va voir les policiers. Puis il leur dit que Agathe lui aurait donné de l'argent pour que lui tue Wilfrid. Au début, les policiers, ils le prennent pas trop au sérieux, mais ils écoutent quand même son histoire. Fait qu'il dit qu'au printemps 1987, Agathe, elle lui aurait demandé de tuer Wilfrid. Mais Raymond, lui, il avait pas vraiment l'intention de passer à l'acte, mais il voulait l'argent. Fait qu'Agathe, elle lui a donné 5 000 $. Puis il s'est juste poussé à Montréal, puis il a dépensé l'argent. Et il lui dit, c'est ça, puis il a dit à Agathe, j'ai trouvé un homme de main pour faire la job, mais finalement, il s'est poussé avec l'argent. Classique. C'est pas de ma faute. Ensuite, j'aurais fait la même affaire. Elle a pas appris de ses erreurs, puis elle y donne 1400 $ pour acheter un fusil avec un silencieux. Sans résultat. Il dépense l'argent. Encore une fois, elle donne un autre 600 $. Je sais pas pourquoi, rien. Puis, finalement, elle dit, OK, je vais te donner 10 000 si tu tues Wilfrid toi-même. Au lieu de trouver quelqu'un. Hey, il se fait du cash, lui. Hey, il se fait vraiment du cash. Fait que là, mais elle dit, je vais te remettre 2 800 en avance, puis le reste, il vient juste après. Elle a commencé à prendre de ses erreurs. Évidemment, il fait juste encore se pousser à Montréal, faire le party. Hey, ça devait être des méchants parties. Ça devait être des méchants parties. En 1988, ça valait de l'argent. Donc, après ça, elle s'est rendue compte que ça irait nulle part avec lui. Fait qu'elle se tourne vers Suzanne, sa nièce, qui n'est pas la voisine Suzanne, qui est une autre Suzanne. OK. Qui est la sœur de Raymond. Mais le neveu, il n'a jamais appelé la police dans tout ça. Non, il a juste dépensé l'argent. OK. Ouais. Et Suzanne, elle, dans la vie, elle est propriétaire d'un bar de danseuses à Opastika, une ville à l'ouest de Kapuskasing. OK. Et là, avec Suzanne, ça devient plus sérieux. Parce que c'est Suzanne qui est le lien entre Agathe et Richard Boucher. Comment? Je raconte ça. Okay.
c'est ça. Je sais pas à quel moment Suzanne elle a commencé à collaborer avec la police, mais bon, elle finit par collaborer puis devenir un des témoins principaux dans l'affaire. Donc, on en apprend plus sur le complot. Alors, le 18 septembre 1987, alors que Wilfrid était parti à New Liskeard pour son travail, Suzanne et Agathe se rendent à Timmins pour rencontrer Richard au Big Bite Restaurant. Fait que Suzanne, elle demande à Richard s'il n'y aurait pas des nouvelles danseuses pour son bar à elle. Parce que lui, il fournissait les danseuses. Elle avait un bar de danseuses. C'est dadon. Voilà. Fait qu'elle demande s'il n'y a pas des danseuses. Puis elle demande aussi si, par hasard, elle connaîtrait pas quelqu'un pour se débarrasser du mari d'Agathe. Et, question très normale. Casual. Fait qu'ensuite, ils se rendent... By the way, t'es pas un tueur. C'est ça. Fait qu'ensuite, ils se rendent ensemble à l'appartement de la conjointe de Richard Boucher, Angèle Prévost. Donc, pendant qu'ils étaient à l'appartement, à un moment donné, Agathe et Richard Boucher sortent de l'appartement pendant une vingtaine de minutes. Et c'est là que Agathe aurait demandé officiellement à Richard Boucher de tuer son mari. Et plus tard dans la journée, elle fait un arrêt de 500 $ pour retirer de l'argent. Elle fait un arrêt de 500 $? Elle fait un arrêt pour retirer 500 $. OK. Qu'elle donne à Suzanne, avec des instructions pour qu'elle le remette à Richard Boucher. 500 $? Ouais. J'imagine son neveu, il a eu genre 15 000. C'est une avance, là. Fait que le lendemain, Suzanne, elle a remis l'argent avec un bout de papier sur lequel il y avait le nom et l'adresse de Wilfrid. Là, apparemment que quelques temps après, Suzanne, elle a des remords. Parce que là, elle est enceinte et elle a peur que le stress de la situation lui cause une fausse couche. Oh. Donc, elle supplie son mari, qui était au courant de l'affaire aussi, d'aller parler à Agathe pour la convaincre de pas passer à l'acte, d'annuler tout ça. Son mari revient puis lui dit qu'Agathe, elle a annulé la commande puis que tout est correct. Mais bon, Agathe avait menti et elle avait pas du tout annulé ça et Suzanne s'en est rendu compte le 12 janvier quand Wilfrid s'est fait tuer. Les deux, Raymond et Suzanne, reçoivent l'immunité contre leur témoignage. Pour témoigner lors du procès. Fait ils s'en tirent quand même bien. Les deux sont quand même dans un complot pour meurtre, puis ils sont pas accusés de rien. Bien, ouais. Quand même, ils l'ont eu facile. Là. Donc, mais avec ces témoignages, là, les policiers sont pas mal fixés. OK. Aussi, les registres de téléphone montrent que Agathe aurait appelé l'appartement d'Angèle Prévost, qui est la copine de Richard Boucher, 4 fois entre octobre 87 et janvier 88. Et aussi la résidence de la mère de Richard Boucher, où il était parfois. Et la veille du meurtre, elle aurait placé 2 appels à l'appartement d'Angèle Prévost. Puis Angèle Prévost était à l'hôpital à ce moment-là, donc c'est sûr que c'est à Richard Boucher qu'elle a parlé. Alors, le 16 mars 88, boum, Agathe, 55 ans, est arrêtée et accusée du meurtre au premier degré de Wilfrid. Boom. Elle est relâchée sous caution. Qu'elle a payé, donc. Tu peux payer. Non, tu peux pas payer ta propre caution. En tout cas, quelqu'un a payé. Je sais pas trop. En tout cas, elle a été relâchée en attendant le procès. Pendant qu'il est en prison, Richard Boucher, lui, se fait mettre un agent double dans sa cellule, justement, un faux détenu. Mais là, après quelques jours qu'il se dit rien d'important, l'agent double, il demande s'il pourrait pas se débarrasser de quelqu'un pour Boucher. Ça pourrait pas t'aider à débarrasser de quelqu'un? Boucher dit oui. Il demande s'il pourrait le débarrasser de Richard Sauvageau. Oh shit! Parce que lui, il témoigne contre lui. Et donc, avec cette erreur de la part de Richard Boucher, ben maintenant, en plus de meurtre premier degré, ils peuvent l'accuser de complot pour meurtre de Richard Sauvageau. Boom! C'est quand même chien parce qu'ils l'ont planté, celle-là. Oui. Alors, le procès. Le procès de Richard Boucher devait se dérouler à la mi-janvier 89, donc un an après le meurtre. Mais le 6 janvier 1989, Richard Boucher est retrouvé pendu dans sa cellule. Il s'est suicidé avant le début de son procès. Puis en fait, la semaine précédente, il y avait un autre procès pour trafic de drogue, puis il avait écopé de 21 mois de prison. Et apparemment qu'il aurait écrit une lettre de suicide dans laquelle il nie avoir tué Wilfrid. Mais à part sa blonde, il n'y a personne qui l'a cru. Mais pourquoi il se serait suicidé s'il n'était pas coupable? Ben, il savait qu'elle a passé sa vie en prison.
pense que c'était ça. En tout cas, moi, je pense que c'est ça. Fait que là, après la mort de Richard Boucher, les procureurs sont comme un peu stressés puis ils pensent qu'ils vont peut-être manquer de preuves contre Agathe. Parce que Richard, c'était comme un témoin important. Donc, ils rappellent Richard Ouimet, le neveu de Agathe, à qui elle avait donné de l'argent pour tuer Richard. Puis ils demandent, tu pourrais-tu aller la voir avec un body pack? Puis essayer de la faire avouer. Donc, un micro. Ouais. Fait que le 17 janvier, Raymond, il va rencontrer sa tante. Et elle lui avoue lui avoir donné l'argent. Puis elle dit, si je parle, on va tous les deux passer le reste de notre vie en prison, n'est-ce pas? Elle peste aussi contre la sœur de Raymond Ouimet, Suzanne. OK. Parce qu'elle a parlé à la police pour le complot. Fait que l'imbécile. Elle lui demande de tuer sa propre sœur. Calé. Alors, c'est quoi, Tu sais, c'est casual pour elle de demander aux gens autour d'elle de tuer quelqu'un? Oui, on dirait que oui. OK. Fait que ce bel enregistrement sera joué au procès. Ouais. Alors, en novembre 89, le procès d'Agathe débute. Et en plus du meurtre premier degré, elle est aussi accusée du complot pour meurtre de Suzanne, parce qu'elle a demandé... Et pendant le procès, elle joue la veuve éplorée. Puis, il y a un moment où l'avocat de la couronne, il la pogne en train de faire semblant de pleurer, puis il colle, puis il le mentionne au jury. Et Agathe, elle nie tout pendant le procès. Elle dit qu'elle connaît pas Boucher, qu'elle l'a jamais appelé, que tout le monde ment, que c'est pas sa voix dans les enregistrements, que c'est pas elle. Ouais. Donc, après 7 heures de délibération. 7 heures? Ouais. C'est long? C'est quand même... Ouais, je pense que ça m'aurait pris moins de temps, là, mais... Elle est trouvée coupable et condamnée à prison à vie, sans libération conditionnelle, avant 15 ans. 15 ans? 15 ans, oui. C'était en 88? C'était 15 ans avant? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont eu un peu pitié d'elle, je sais pas. OK. Voilà. Mais là, elle est encore en prison? Elle doit être sortie. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles d'elle. 24, 88, tu fais un bout, là? Ça fait 40 ans. J'avoue, j'aurais peut-être pu demander à nos amis de Capus Casing. Ils doivent le savoir. Ça doit se parler dans cette petite ville-là. Elle est née en quelle année? On sait-tu? Elle avait 55 ans en 88. Ça me tente vraiment pas de faire le calcul, mais... Ben, ça fait quasiment 40 ans. Ouais. Elle doit être décédée. Ouais. Ou très, très vieille. Ouais. On fera pas les maths parce que tout le monde... Non, c'est ça. Elle avait 850 ans. Puis elle... On se fait ridiculiser à chaque fois. Oui. Hey, c'était bon, ben bon, comme ça. Ouais, t'as aimé ça? Hein? Vraiment. Yeah, je sais pas si c'est le verre de vino qui me fait... Ah, c'est sûr que ça aide. Un peu plus jumper. Non, mais c'était bon. Agathe, là, je savais qu'elle avait quelque chose à voir là-dedans. Oui, coquine Agathe. J'en reviens pas qu'elle va à des endroits puis elle est comme, hey, mettons, je veux que mon mari meure, là. Toi, tu connais-tu quelqu'un? Puis les gens sont comme, oui. Ouais, oui. Dans un village où tout le monde se parle, tout se dit, tout le monde se connaît. Clairement. Tu peux même pas te cacher dans un semi en paix, tu Non, tu peux même pas t'injecter de la coke dans un semi en paix. Cette phrase. Ben, merci beaucoup, Hélène, pour cette histoire. Oui, c'était quelque chose. Merci encore à nos amis sur la piste du crime. Oui, allez les écouter. Ils sont vraiment gentils. On les a rencontrés au Podcrime, festival de podcast de True Crime qu'on est allé cet été, qui était insane. Et merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de cette semaine. Et on se voit dans 2 semaines. Oui. Ça va sûrement être moi qui vais raconter. Oui, je compte sur toi je peux pour écrire quelque chose. je suis là-dessus. J'ai déjà quelque chose de commencer. OK. Cool. Un papa. Tueur. Oh non. Oh, c'est tough, ça. Je te reviens là-dessus. OK. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.